Merci beaucoup, Synergie, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à la diaspora togolaise qui est en France pour parler du collectif Sauver le Togo que nous avons initié il y a un an. Le collectif Sauver le Togo vient d'avoir justement le 4 avril 2013. En effet, c'est le 4 avril 2012 que nous avons annoncé officiellement la création du collectif Sauver le Togo. Bien que les démarches, les tractations, les discussions, les négociations aient eu lieu en amont. La conférence de presse a eu lieu le 4 avril, et c'est le 4 avril que nous avons annoncé la naissance du collectif Sauver le Togo. Et c'est pour vous dire pourquoi ce collectif a été créé, puisque le collectif actuel a dans ses rangs des associations de droits de l'homme, des associations de la société civile, des partis politiques. Et pourquoi? C'est que, dans un premier temps, les organisations de défense des droits de l'homme, dont je fais partie, parce que je suis le président du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, nous avions pensé mettre en place une synergie des ODDH, comme on le disait, des associations, en vue de conscientiser d'abord la population togolaise sur les violations massives que nous constatons, et ensuite en vue de combattre le régime sur les dérives en matière de violation des droits de l'homme que nous constatons également. Nous avions même organisé des marches et des sit-ins qui ont drainé des foules. Mais nous avions constaté à un moment donné que nous étions limités dans nos actions, dans la mesure où notre action citoyenne, ayant des implications politiques, n'avait pas d'impact sur les partis politiques ni les acteurs politiques. C'est pour ça que nous avons pensé à un regroupement, aussi bien des ODDH que des partis politiques. Parce que les droits qui sont violés sont aussi bien des droits immédiats, fondamentaux, physiques, que des droits politiques. C'est-à-dire que quand vous allez au Togo, vous constatez que tous les droits systématiquement sont violés, y compris les droits politiques. Nous avons dit dans ces conditions-là, nous devons mettre tout le monde ensemble, les droits sociaux également, et nous avons pensé à un vaste mouvement, incluant aussi bien les ODDH, les associations de société civile, que les partis politiques. Et nous en étions ouverts aux partis politiques qui ont spontanément accepté l'idée. Et de fil en aiguille, nous avons créé le collectif Sauver le Togo. Je peux vous dire que ça n'a pas été sans mal parce que certains partis qui avaient commencé avec nous à un moment donné s'étaient retirés parce que, estimant qu'à ce moment-là, il faut que je vous explique bien ça, pourquoi il y a deux fronts aujourd'hui qui luttent. Le collectif Sauver le Togo et la coalition arc-en-ciel. Les tenants de la coalition arc-en-ciel qui étaient partis aux discussions que nous avions eues avant de créer la collectif, avaient demandé, exigé dès le départ que le collectif ait comme fondement un accord électoral, dès le début. Que nous mettions d'accord pour aller aux élections ensemble, que nous fassions tout ensemble en matière électorale. Moi, j'étais venu au collectif Sauver le Togo avec un collectif d'ODDH. Donc ici, les ODDH, et nous, les ODDH, nous ne pouvons pas faire un accord électoral, c'est pas possible. Donc nous étions opposés à ça, nous avons refusé. Nous, les ODDH, qui aient un accord électoral comme soubassement du collectif Sauver le Togo. Ce qui fait que les partis politiques qui étaient avec nous, à savoir le cas de la CDPA
dans des discussions préalables, se sont retirés pour aller créer la coalition arc-en-ciel, la coalition électorale. Nous, le Collectif Souverain Togo est une synergie citoyenne qui lutte pour l'avènement d'un Togo meilleur, qui lutte pour qu'on mette fin au Togo à toutes les formes de violation des droits de l'homme, à la torture notamment, à l'arbitraire, à l'accaparement par une minorité des ressources nationales, comme Fort Nassim Elimeur l'a dit l'année dernière au 26 avril 2012, au fraude électorale et à toute forme de violation. Nous avons même à la dépravation des mœurs au Togo. Donc nous, notre collectif a pour donc objectif de mener la lutte pour un véritable changement au Togo. C'est pour ça que nous avons sorti la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Dans la plateforme citoyenne, pour ceux qui l'ont lu, il y a tout, à savoir, il y a d'abord le diagnostic de la situation politique actuelle, une analyse assez profonde de ça. Ensuite, nous avons fait des propositions pour une sorte de crise. Cette plateforme a été publiée le 12 avril, que nous l'avons envoyée au chef de l'État. Le 12 avril plutôt. Le 12 avril, je me souviens. Nous l'avons envoyé au chef de l'État, nous l'avons envoyé au Premier ministre, nous l'avons envoyé au président de l'Assemblée nationale, nous l'avons envoyé aux chancelleries, etc. Et nous avons attendu, et nous attendons à ce jour une réponse du gouvernement pour que nous discutions de cette plateforme. À ce jour, on ne nous a jamais appelé pour débattre de cette plateforme, de son contenu. Le collectif a immédiatement, une fois créé, prévu de faire une gigantesque manifestation qui a été prévue pour le 12 juin 2012. Une marche qui devait partir, qui était partie de Bain pour atterrir à la place d'Écon, une place que nous avons identifiée comme place mythique, qui devait, à notre sens, se rapprocher un peu de la place d'Aïr. Nous avons vécu à l'Afrique. Nous avons pu mobiliser au Bamon un minimum de 500 000 personnes dans la rue. Minimum. Mais nous avons estimé, avec l'estimation générale, ça peut aller jusqu'à 800 000 personnes dans la rue. Pour ceux qui connaissent Lomé, quand nous étions encore au marché de Bain, la queue était encore au-dessus les rails de Bain, de Serfer. Il y avait encore des gens là-bas. Et des gens étaient, quand nous étions au marché de Bain, des gens étaient déjà au carrefour qui nous attendait, qui la queue au carrefour Fiata. Et quand nous étions arrivés au carrefour Fiatia, il n'y avait plus de place pour aller jusqu'à la Décon, qui était située à peu près à 500 mètres de là-bas. Plus de place. Nos agents de sécurité ont dû frayer dans la foule un passage pour que nous atteignions la place Décon. Arrivé à la place Décon, avant d'arriver là-bas, on nous a gazé proprement, on nous a envoyé un coup de gaz lacrymogène, un coup de bâton. Nous nous sommes dispersés. Mais je vais vous dire, les jeunes qui étaient dans la rue étaient tellement déterminés qu'ils étaient revenus sur les lieux. Quand on les chassait, ils revenaient. On les chassait, ils revenaient. Et vers 13h, 14h, il y avait à peu près 200 000 personnes sur la place. Face aux agents de police et de gendarmerie. Nous avions donc décidé d'aller sur la place. Nous étions allés à ce moment-là sur la place. Et nous avions
commencé à parler. Et les gens, nous voyant revenus sur la place, sont revenus. Je peux vous dire que de 14 h jusqu'au lendemain matin, 8 h, il y avait eu entre 200 000 personnes à minuit et 700 800 000 personnes dans la journée, autour de la place. Le pouvoir a pris peur. Nous avions décidé à ce moment-là que, après les 3 jours de sitting sur la place, de savoir si nous allions y rester ou si nous allions quitter cette place. C'était évident que les jeunes n'allaient pas accepter de quitter la place. Nous avions, dans ce cas-là, nous restons jusqu'à la démission du gouvernement. C'est clair, c'est le petit. Le lendemain matin, on nous a gazés, on nous a poursuivis jusque dans l'église Saint-Augustin qui est à côté. On est allé lancer des gaz lacrymogènes sur les élèves qui étaient dans les classes en train de faire des examens. Les élèves de l'école primaire. On est allé défoncer la sacristie pour lancer des gaz lacrymogènes dans la sacristie. On a lancé les gaz lacrymogènes à l'intérieur de l'église, etc., etc. Bon, et depuis, nous continuons de lutter. Nous continuons de rassembler dans la rue et lors de nos manifestations entre 50 000, 100 000 personnes, parfois 200 000 personnes. Parce qu'après la barbarie que nous avons connue le 12 juin, 13 juin, les gens ont recommencé à avoir peur. Et c'est maintenant que petit à petit, nous recommençons à leur donner confiance. Et qui recommence à sortir petit à petit. Nous avons également organisé ce que nous avons appelé une profession de foi. Nous l'avions prévu pour le 27 avril 2012, le jour de l'indépendance du Togo, à savoir aller prêter serment de fidélité à la nation togolaise autour du monument de l'indépendance. On nous en a empêchés à coup de gaz lacrymogène. Ça a été une course poursuite avec les jeunes. Et nous avons déprogrammé cela, puisqu'on l'a empêché, nous avons reporté ça sur le 5 mai. Et paradoxalement, le 5 mai, on nous a laissé faire, nous étions allés sur la place. Nous avons fait la cérémonie de prestation de serment, de profession de foi. Bon, depuis cette date, nous faisons nos manifestations et nous avons le plaisir de constater qu'aujourd'hui, la coalition arc-en-ciel est venue se mettre avec nous et que nous nous concertons pour agir, même s'ils n'ont pas abandonné les velléités de l'accord électoral. Nous disons que nous allons d'abord combattre pour avoir les meilleures conditions dans le pays avant de penser à un accord électoral. Ne passons pas à des élections. Il ne faut pas se leurrer. Même unis, si nous allons aux élections, on les perd. C'est clair? Ça s'est déjà passé. Même unis, on les perd. Parce que j'ai été vice-président de la Commission électorale nationale d'indépendance. Je sais comment ça se passe. Je sais que les résultats que la Commission électorale nationale proclame n'ont rien à voir avec les résultats réels. Rien du tout. Je sais qu'à chaque élection, le parti au pouvoir invente des méthodes nouvelles pour les suprêmes lors de la proclamation des résultats. En 1998, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont seulement changé les résultats entre Yadema et Jiri Solomito. C'est tout.
la proclamation, les résultats à 32,4% que Yadema a eu, on les a donnés à Jésus sur le pion. Les résultats de Jésus sur le pion, on les a libérés à Yadema, point bas. En 2003, on a dit à la communauté internationale, notamment à l'Union européenne, qu'on allait faire la transparence. Et on a, à ce moment-là, j'étais vice-président de la CENI. Nous avions organisé les élections et le pouvoir a organisé autre chose en dessous. Le juge, le magistrat qui étaient les présidents des commissions électorales locales étaient chargés de faire et de confectionner d'autres résultats. Après les résultats officiels qui parvenaient dans les bulletins du bureau de vote, ils étaient chargés eux-mêmes de confectionner d'autres résultats qu'ils envoyaient à la CENI. Donc nous avions des résultats qui venaient des bureaux de vote, qui étaient les résultats réels. Vous avez des résultats qui venaient des commissions électorales locales, présidées par les magistrats, qui étaient des résultats surchauffés, surévalués. Surévalués à telle enseigne que c'était des résultats qui n'étaient pas acceptables, même pour eux. Parce que dès qu'on a commencé à faire le dépouillement de ces résultats que les magistrats envoyaient, le pourcentage de Yadema à l'époque n'était jamais en dessous de 85%. Jamais. Parfois ça allait à 92, 87, 91, 90, 89. Ils ont même constaté que c'est pas possible. J'ai entendu le président de la CENI dire, mais ces gens ils exagèrent. Ah oui. Et au bout de 48 heures, on a arrêté les dépouillements alors qu'on n'avait pas encore atteint 30% des résultats qui nous étaient arrivés. Tout a été arrêté, les ordinateurs ont été arrêtés. Et le président a proclamé des résultats. Quand j'ai appris qu'il allait proclamer des résultats, j'étais à la maison, on m'a appelé de toute urgence, j'étais revenu. J'ai dit, mais tu vas proclamer quel résultat? Il me dit, moi j'ai des résultats à proclamer. Mais non, ils ne sont pas encore même à la moitié, même pas 40%, je ne comprends pas. Et lui là, les résultats à proclamer, il avait déjà annoncé à la presse, les observateurs, la télé, tout était là, les journalistes. Je lui ai dit ceci, tu me connais, si tu ne me dis pas d'où tu tiens ces résultats-là, je serai sur le plateau avec toi. Et on m'entendra. Alors il était parti. Il a pris son téléphone, je ne sais pas qui l'a appelé. Au bout d'une demi-heure, il est venu me voir pour me dire, M. Jamon, vous savez, vous êtes un patriote. Vous ne voulez pas mettre le pays à feu et à sang. Et que je vais vous montrer les résultats que je vais proclamer, mais je vous prie de ne rien dire aujourd'hui, mais de dénoncer ça après. C'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a emmené dans son bureau, il m'a montré les résultats, il dit, mais d'où tu sais ça? Il me dit, mais il a eu ça du ministère de l'Intérieur. Oui. Il y a une équipe du ministère de l'Intérieur qui fabrique d'autres résultats. Et qui les amène. Et c'est ça que le président a publié. Ce qui veut dire qu'ils avaient la stratégie des résultats des magistrats qui avaient tellement gonflé les résultats que c'était inacceptable, c'était pas présentable. Alors, le ministère a fabriqué de nouveaux résultats qu'on a publiés. Alors que vous soyez unis ou non, qu'il y ait un accord électoral ou non, vous serez fait avoir n'importe comment. En 2005, là vous avez tous assisté à ce qui s'est passé, les urnes volées, sous les bras, tout cela. Ils ont battu les gens le jour des élections, ils ont fait des tas de choses, ils ont chassé les représentants de l'opposition des bureaux de vote, etc., etc. Et ils ont trafiqué les résultats dans les bureaux de vote.
vous soyez unis ou non, c'est pareil. En 2010, et en 2005, je peux vous dire que moi, j'avais des résultats. Puisque j'avais une cellule tenue secrète qui avait à 3 endroits différents compilé les résultats. J'avais su c'était à l'époque que j'avais envoyé à l'Union européenne et aux Nations Unies à l'époque. Les résultats réels. En 2010, évidemment, à ce moment-là, l'UFC, qui était le parti d'opposition à l'époque, avait organisé la compilation des résultats. On est allé bastonner ceux qui étaient dans l'endroit où ça se faisait. On a cassé les ordinateurs, on a tout fait, on a tout enlevé, on a tout cassé. Et c'est à ce moment-là qu'on avait coupé les réseaux téléphoniques. En 2010, ils ont inventé autre chose. Ce qu'ils ont inventé, ça c'est Baudouin qui l'a inventé. Évidemment, comme d'habitude, on a fabriqué les résultats de toutes pièces. Et on est allé chercher les magistrats, présidents des commissions locales en hélicoptère. On les a amenés à Lomé, à la place de Foire, entourés des militaires, et on leur a donné des procès-verbaux nouveaux qu'ils ont remplis, et c'est ça qu'ils ont proclamé. Sur la base des résultats fabriqués de toutes pièces par le ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2012-2013? C'est pour ça que nous disons non. Ce n'est pas un accord électoral qui va régler le problème. Il faut d'abord chercher à avoir les conditions optimales pour des résultats fiables. Et c'est autour de ça que le CST combat. Pour ça que nous luttons. Et nous disons qu'il ne peut pas avoir de résultats fiables sans discussion préalable avec le pouvoir. Parce que quel que soit ce que vous allez dire, ils promettent à tutelle à la classe internationale, et ils promettent aux institutions internationales qu'ils vont organiser des élections transparentes, mais elles ne sont jamais transparentes, ces élections. Alors c'est pour ça que nous disons, sans qu'on ne se soit entendu, sans qu'il y ait un dialogue franc, avec un médiateur étranger garant, international garant de l'application des résolutions, il n'y aura pas d'élection. Nous disons, parce que les gens demandent, est-ce que vous allez boycotter les élections? Nous disons partout, le CST dit, et je vous le dis ici, nous l'avons dit à l'Élysée, nous l'avons dit au Quai d'Orsay, nous l'avons dit à l'Union européenne, nous l'avons dit aux pays qui sont nos partenaires économiques, que nous ne boycotterons pas les élections qui viennent. Mais s'il n'y a pas d'accord préalable, et s'il n'y a pas un dialogue qui aboutit à cet accord, et s'il n'y a pas un médiateur garant de l'application de cet accord, s'il n'y a pas les réformes nécessaires à des élections fiables, tout à l'heure Camille vous a dit les anomalies du découpage électoral. Moi j'ai été élu en 1994 dans la 5e circonscription de l'État de Lomé, circonscription comprenant 192 000 électeurs. Un député de Mandouri a été élu dans une circonscription qui avait 11 000 électeurs. Il avait été élu avec 4 000 voix. Moi, j'ai été élu avec 52 000 voix. Est-ce que c'est normal? Avec mes voix, je disais à l'Assemblée, vous ne valez rien avec mes voix, on peut avoir fait 10 à 15 députés comme vous. C'est ce que je leur disais à l'Assemblée. Nous disons ça, il faut faire ces réformes-là. Et nous disons,
sans ces réformes-là, sans un accord préalable, sans une garantie de l'application des résultats de cet accord, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Nous le répétons, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas qu'on va organiser des élections que nous allons boycotter. Non, il n'y aura pas d'élection. Nous nous organiserons pour qu'il n'y en ait pas. C'est clair. Je ne peux pas vous dire ici comment, mais sachez que nous avons les moyens pour que des élections ne se fassent pas tant que nous ne sommes pas d'accord avec eux. C'est clair. On va te demander tout à l'heure, il y a plein de questions dans la salle, donc si tu veux bien garder les autres, je te laisse faire. Oui, si tu permets, je vais faire le bilan, résumer ce que nous avons obtenu comme bilan du CST d'une année d'action. Bien sûr, nous n'avons pas eu à débattre de notre plateforme avec le pouvoir. Les éléments de notre plateforme n'ont pas été mis en œuvre, c'est vrai, mais nous avons gagné. Nous avons réussi d'abord à mettre dans la rue 700 000 personnes, plus de 700 000 personnes, et nous continuons à mobiliser les gens à les mettre dans la rue. C'est incommensurable. Deuxièmement, le CST a réussi à s'imposer sur la place togolaise comme la force, comme un véritable tsunami qui peut balayer le pouvoir en place. Et le pouvoir peur du CST en ce moment. Comme nous disons, comme Abbas Kabol dit, la peur a changé de camp. Le CST a fait changer de camp à la peur. Ensuite, nous avons réussi à conscientiser le peuple togolais. Ça, c'est primordial. Nous avons insufflé aux Togolais, nous avons inoculé le germe de la contestation, le germe du refus de l'arbitraire, le germe du refus de la torture, le germe de la négation de la bonne gouvernance. Mais, à preuve, si vous allez un peu partout maintenant au Togo, même les endroits qui étaient supposés les bastions du pouvoir en place, la contestation gronde partout. À Lomé, à Léron, à Séville, à Tabamé, à Palimé, à Kara, à Sokolé. Alors à Sokolé, c'est l'apothéose. Nous étions allés à Sokolé, mais c'est exactement comme Lomé. À Kara, on ne veut pas, on les réprime. Constamment. Ça, c'est avec beaucoup de sauvagerie. Mais, je peux vous dire que la contestation gronde. Le jour où ça va s'enflammer, le pouvoir ne saura pas où ça va aller. À Dabango, ça gronde, vous avez entendu les élèves de la rue la dernière fois. Et on a tiré sur un élève. Comment peut-on tirer sur un élève? On a donné comme argument, ce sont des tirs de sommation. Comment peut-on faire des tirs de sommation à balles réelles sur des manifestants? Est-ce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut faire des tirs de sommation sur des enfants? D'abord, comment peut-on faire des tirs de sommation sur des manifestants à balles réelles? Ensuite, comment peut-on faire des tirs de sommation sur des enfants? On a osé dire ça sur la place publique 111. Je ne comprends pas. Et la presse internationale a repris ça, que ce sont des tirs de sommation qui ont donné cette mort-là, mais c'est inimaginable. C'est pour ça que nous disons, c'est un assassinat. Il y a deux choses. D'abord, où c'est celui qui a tiré n'a pas été bien formé. Ça veut dire qu'on ne lui a pas appris qu'on ne tire pas sur la population
qui marche ou qui manifeste. Quand on ne tire pas chez les enfants, donc la nationalité incombe au pouvoir en place. Ou alors on lui a dit, on lui a appris, et il a passé outre. Ça aussi, c'est parce qu'il sait qu'en passant outre, il ne sera pas sanctionné. C'est l'impunité récurrente qui règne autour. Il le sait. D'abord, le militaire qui a tué en 91, le 15 mars 91, un jeune homme de 12 ans également dans la rue, lors des manifestations, qu'il a cogné avec son véhicule. Après, le petit garçon est tombé, il a fait marche arrière avec son véhicule pour marcher sur l'enfant. Oui, l'enfant est tombé, il ne savait pas s'il était mort, mais il a fait marche arrière et le véhicule a marché sur l'enfant. Et l'a écrasé. Cet officier militaire-là, on le connaît. C'est un officier. Le véhicule qui a également marché sur l'enfant, on le connaît. On a relevé le numéro. À ce jour, personne n'a été sanctionné, évidemment. Donc c'est le pouvoir qui est responsable. Donc parce que ce gars qui a tiré sur le petit garçon sait qu'on ne tire rien. Alors, le pouvoir est responsable. Troisièmement, je peux dire que, ou alors on a donné des ordres à ce gendarme de tirer sur la foule. Parce que vous savez, l'armée togolaise est faite de telle sorte que si on ne donne pas des ordres, vous ne tirez pas. C'est clair. On a dû donner les ordres. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient des gaz lacrymogènes. Ils avaient commencé par lancer des gaz lacrymogènes sur les élèves. C'est parce que leur stock de gaz lacrymogène était épuisé qu'ils avaient commencé à tirer sur la foule. Contrairement à ce qui avait été annoncé que c'est à partir que c'est l'institut de sommation, c'est pas vrai. Donc c'est pour vous dire que nous avons donc insufflé jusqu'à ces enfants le germe de la contestation. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ça que nous devons revendiquer. Et c'est ça qui va balayer ce pouvoir-là. Si nous nous organisons bien, je vous remercie.